Bonjour à toutes et à tous. On est avec Paul pour discussion sociologique avec Paul, comme d'habitude, chaque jeudi. Bonjour Paul, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est Hmm. une belle journée qui commence, comme d'habitude. On Très commence belle. avec du Un peu soleil. froid, mais ça va. Un peu froid. Oui. Mm. Et Bonjour, toi? James. Bonjour Paul, Ça bonjour va? Christian. C'est une belle journée quand même Oui. si c'est commence à faire un peu froid. Yeah. Mais on sait que on est en plein automne et bientôt c'est l'hiver. C'est le Donc, cycle ouais. qui recommence. Donc on doit s'y habituer. Voilà. Moi, je pense Donc, que voilà. le froid cette année est. Je pense que la transition est très douce. On a C'est le pas froid, mal. mais Oui. on Yeah. a quand même de la bonne chaleur et c'est quand même atténué. C'est Oui, pas oui. brusque tout d'un coup. Ça, c'est vrai. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Et donc et on doit s'habituer, comme je l'ai dit. Donc évoluer dans cet environnement-là. Et puis, puisque il faut travailler, Paul. Donc, peut-être c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder la question Yeah. Justement. du travail. Même s'il fait froid, il faut sortir de chez soi Peu importe les conditions. pour Voilà. aller travailler. Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont en télétravail. Mhm, mhm. Ah, il faut qu'il se lève du lit, Ouais, il faut qu'il prenne le café, il faut qu'il se auto-discipline d'une C'est certaine ça. façon. c'est Moi, ça. moi, je fais partie de la vieille école, donc je suis toujours un peu réticent à faire du télétravail. Mhm. Pourquoi? Parce que je me sens beaucoup plus productif quand je suis sur le lieu du travail. Ah. Ouais. Donc, il y a un effet de l'environnement sur Oui, tout à fait. la Parce que performance. quand on travaille à partir de chez soi, Oui. parfois, il faut se lever pour aller prendre un café et tout ça. Mais quand je suis là, dans mon bureau, donc... Il n'y a pas de distraction yeah, dans le bureau. yeah. Et Ça, donc, c'est vrai. nos auditeurs l'ont bien compris. Aujourd'hui, on parlera de travail, de rapport au travail pour certaines personnes. Mais on va essayer un peu d'avoir une approche un peu plus, je dirais, précise par rapport au thème qu'on va évoquer. Et donc, le travail, déjà, moi, de ce que j'ai pu apprendre au travail, par rapport au travail, quand je partais à l'école, je sais que le travail, ça vient d'un mot latin qui s'appelle tripalium, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est la définition qu'on donne de l'origine Mhm. étymologique. Mais en gros, le travail pour vous, qu'est-ce que ça représente dans votre vie? On commence par Paul. Bien, moi, j'aime bien, encore une fois, c'est une référence que j'utilise quelquefois, c'est Hannah Arendt, la grande philosophe du XXe siècle, Hannah Arendt, qui fait une distinction entre le travail et l'œuvre. Ce que l'on fait quand on travaille, c'est de produire des choses qui sont faites pour la consommation, qui vont être détruites. Alors que quand, par exemple, un artiste qui crée une œuvre, l'œuvre, à la différence d'une marchandise, n'est pas faite pour être consommée ou détruite par le temps, mais être conservée. Alors, j'aime bien cette distinction chez Hannah Arendt. D'entrée de jeu, elle nous dit l'activité humaine peut être orientée vers le travail ou vers comment dire, la constitution d'œuvres. Hein. J'aime bien, juste pour illustrer un petit peu, si vous voulez, cette distinction, il y a une... c'est pas une blague, c'est plus une anecdote qui dit, au Moyen-Âge, deux ouvriers qui travaillent sur une cathédrale. Ça prenait des centaines d'années avant de terminer une cathédrale. Et le premier est très fatigué, il est éreinté de sa journée. Et le deuxième lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es fatigué? Ah, il dit, j'ai travaillé toute la journée, transporté les pierres pour monter la cathédrale, construire la cathédrale. Ah, il dit, ah bon, ah bon. Mais il dit, ton collègue à côté, il a un grand sourire, il est resplendissant. Il dit, pourquoi? Il dit, demande-lui. Il dit, t'as travaillé comme ton collègue à côté? Ah, il dit, moi, j'ai œuvré toute la journée. Ça, J'ai c'est une bonne œuvré blague. toute la journée. Alors, ils ont fait la même chose, Ouais, mais le sens qu'ils ont donné à leur activité, complètement différent. Complètement différent. totalement. Vous pourriez dire, à la place de la notion d'œuvre, on pourrait dire la notion de vocation, par exemple. Hein? Si vous avez la vocation d'être dans les relations
public, faire de la radio, c'est pas un travail. Vous vous levez le matin, vous avez hâte de rencontrer les collègues, de jaser avec l'auditoire, etc. C'est pas un travail, c'est une vocation, vous voyez. James, vous aimez cette distinction? Oui, et puis j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit, l'activité humaine. Et pour moi, le travail, c'est une activité humaine. Et dont la finalité, c'est la rémunération, peut-être. La rémunération, bon, ça peut être l'auto-rémunération, Mhm. parce que je peux travailler et puis je suis mon propre boss. Oui. Et je peux travailler chez quelqu'un et j'ai un salaire, donc ça, c'est la rémunération. Mais j'ajouterais aussi pour dire que, et contrairement à ce que disent souvent les gens, le travail, c'est la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est le fruit du travail qui est la liberté. Mhm. Et Mhm. parce que si on se base sur ce que tu viens de décrire là, donc après une journée de travail, on est fatigué, mais ça, c'est pas la liberté. Exactement. Donc, c'est le fruit du travail. Oui. Et le sens qu'on donne à ce fruit, Tout à qu'est-ce fait. qu'on a produit? Est-ce qu'on a produit une marchandise qui va être consommée et détruite par, comment dire, l'achat de ces marchandises? Vous savez, que si vous travaillez à la manufacture ou si vous travaillez dans une industrie, vous fabriquez toujours les mêmes trucs. Vous n'avez aucune idée de ce qui va advenir de ces marchandises. Karl Marx, on parlait de Karl Marx tantôt, Marx va dire, l'être humain est aliéné dans cette position-là. Il est aliéné du produit de son travail. Il n'y a aucune connaissance de ce qui va advenir. Mais il ne faut pas oublier que le consommateur, il est aliéné aussi. Quand il achète sa boîte de céréales ou quand il achète, peu importe la marchandise, il n'a aucune idée d'où viennent ces marchandises qui ont été produites par d'autres êtres humains. Vous voyez? On a parlé justement de consommation, de masse et tout ça. Là, on entend parler de travail et on arrive à cette petite dérive-là qui parle du fait que là, quand on travaille, on produit quelque chose. Mais moi, j'aimerais rebondir sur ce que Paul a dit au tout début. Non, c'est plutôt James. James a dit que pour toi, le travail, plutôt, toi, tu trouverais plutôt une corrélation entre la productivité qu'on arrive à avoir et la liberté. Mais est-ce que plutôt, parce que Paul a parlé, il a dit aussi que peut-être le but, ce serait peut-être l'argent et le bénéfice qu'on fait. Est-ce que ce serait pas plutôt l'argent qui serait la vraie liberté qu'on arrive à avoir à travers le travail? Je dirais que le travail permet de créer une certaine autonomie. Mhm. Donc, c'est ça l'objectif premier. Mais ça nous emmène aussi sur ce phénomène-là dont on avait parlé récemment, et cette question de société de consommation. Mhm. Et pourquoi créer des emplois? Mhm. Pourquoi? C'est pour nous permettre de consommer après. Donc, c'est vrai que ça crée une certaine liberté, ça permet de gagner de l'argent, mais cet Mhm. argent-là, qui va et le récupérer après? Oui, C'est c'est le intéressant. producteur, c'est l'entreprise. Mais on dit que On nous l'argent donne revient au cette même genre. justement, on nous donne la possibilité de travailler pour être consommateur. Mhm. On peut le prendre aussi en opposition avec quel est l'inverse de cette situation de productivité dans le travail? L'inverse, ce serait la pauvreté, je pense. Or, la pauvreté, pour plusieurs sociologues du travail, c'est une non-reproduction autonome. C'est-à-dire que les personnes en situation de pauvreté ne peuvent pas par eux-mêmes reproduire leur quotidien par eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide de la famille, de l'État, peu importe. Vous voyez? Et ce serait de cette façon-là. On parle de Serge Pojam, tu te rappelles? Ouais. On avait parlé de Il y a Pojam. Robert Salaire aussi. Il y a Robert Salaire Oui. qui parle, je crois qu'il a écrit un livre, c'est La naissance du chômeur. Il y a Mhm. La naissance du chômeur, mais il y a un autre livre, L'invention du chômage. Mhm. Donc, c'est toute Il y a cette... l'invention du travail chez Gorz aussi, tu te Justement. rappelles?
Il y a l'invention du travail. Et Justement. effectivement, Parce que moi, je suis pas sociologue, mais justement, ça trotte dans ma tête. Parce qu'on ne peut pas arriver à avoir une société où il y a des pauvres et il y a des riches si on n'a pas de hiérarchisation, justement, en fonction des revenus et de l'argent que l'on possède. Parce qu'avant, par exemple, quand je prends, bon, je ne vais pas dire au Moyen Âge, je vais dire même avant ça, très très longtemps avant, les sociétés n'avaient pas forcément ce petit Mhm. rapport-là à la richesse et à la pauvreté parce que justement, il n'y avait pas peut-être de banque, ou il n'y avait pas peut-être de grande autorité de Mhm. régulation ou de calcul, de position, même Mhm. entre les pays, même entre les gens dans les pays, les organisations et les entreprises dans les pays. Donc, est-ce que justement ce développement sociologique qui est arrivé à catégoriser les classes par la classe ouvrière, euh, les aristocrates et tout le reste, n'ont pas en quelque sorte condamné les personnes qui ne sont pas dans ces classes-là à travailler plus pour les gens qui sont justement dans les classes plus hautes. Bien sûr, bien sûr. C'est l'histoire même du capitalisme jusqu'à nos jours. ouais. Vous voyez? Donc le Et capitalisme tire beaucoup aussi, je dirais même peut-être énormément de son fondement dans le fait de faire travailler. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système, il ne peut pas avoir de capitalisme. Le capitalisme se définit par une seule caractéristique, non pas créer de la richesse, créer des profits au bénéfice des propriétaires, des actionnaires de l'entreprise. Bon, maintenant, d'où vient le profit? Je produis une marchandise. Une fois qu'elle est produite dans ma manufacture, je suis propriétaire. Et là, je décide d'augmenter le prix de ma marchandise lorsque je vais sur le marché. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le sens commun pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça. Le profit est déjà intégré dans le travail exploité, le travail non payé. Il y a une partie du travail qui est fait en manufacture, dans l'industrie, peu importe, et qui est non payé. C'est l'origine même du profit. On ne s'en sort pas. C'est exactement de cette façon-là que le système fonctionne. Et si on n'a pas cette part non payée, il n'y a pas de capitalisme. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de capitalisme. Par rapport à ça, quand on évolue, Mhm. on a quelque chose qui s'appelle dans nos sociétés la retraite. La Oui. retraite, c'est quelque chose c'est quelque chose, une somme qui t'est due mensuellement ou je sais pas comment est-ce que tu décides de la percevoir en fonction du nombre d'années que tu as travaillé Mhm. et en fonction de ce que toi-même tu as mis de côté pendant que tu travaillais. Oui. Est-ce que la retraite, ce serait pas un peu hypocrite, d'après vous? Hypocrite dans quel sens? Hypocrite dans le sens où techniquement, c'est pas comme si, bon, dans certains corps de métier, oui, tu reçois plus que de ce que toi-même t'as épargné, mais techniquement, c'est toi, ton argent qui te revient après quelques années. Oui, mais c'est pas la première hypocrisie, c'est pas la dernière non plus du Mhm. système au sens Ouais. où, comment dire, et c'est un peu le but de notre rencontre à chaque semaine, c'est de démystifier un certain nombre de choses, d'aller derrière les apparences et, comment dire, de démystifier aussi certains mensonges. La retraite, c'est pas le Club Med pour la plupart des gens. C'est loin d'être le Club Med. Vous voyez, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont peiné toute leur vie à travailler en dur. Ils arrivent à la retraite, ils n'ont même pas ce qu'il faut pour avoir une vie, comment dire, Correct, oui. correcte, oui. Alors, euh, tu peux répéter la question parce que j'ai eu un peu... J'ai dit, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu hypocrite de promettre une retraite à quelqu'un et lui dire, bah, travaille 30 ans, après, quand tu partiras à la retraite, tu seras payé même si tu travailles pas, alors que techniquement, c'est ton propre argent que tu mets de côté pendant que tu travailles qui va te revenir. C'est pas comme si eux, ils te donnent de l'argent parce que tu as travaillé. C'est ton propre argent. Du coup, c'est toi qui t'es privé de quelque chose pour l'avoir dans quelques années. C'est pas l'entreprise. Oui, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que l'État met sur pied des programmes de retraite, hein, oblige les entreprises aussi à payer un régime de retraite au Canada. Euh, si, lorsque je travaille à temps plein, d'une façon, et si j'ai une permanence, sur ma paye, on va déduire un montant qui va aller à ma retraite, à mon régime de retraite, mais mon employeur est obligé de payer aussi. Donc, c'est pas faux, hein? Le système, il est pas faux. Le problème, c'est pas que le système est faux. Le problème, c'est que la part de, de,
est de plus en plus faible. La part de salaire est de plus en plus faible et la partie patronale ou l'employé paye de moins en moins. Alors, ce qui fait que le système fonctionne. C'est un peu comme l'État-providence depuis les années 70. L'État-providence était là pour compenser les défauts du marché, pour compenser pour un filet de sécurité si vous perdez votre travail, ben vous ne serez pas à la rue, vous allez pouvoir avoir le chômage, etc., tout ça. Ces conditions-là continuent d'exister, mais bonne chance sur le chômage, parce que les conditions du chômage sont Oui. terribles C'est très compliqué, ouais. par rapport à ce que c'était dans les années 70-80. On pouvait quand même survivre par l'aide sociale dans les années 70-80 au Canada. Aujourd'hui, c'est complètement impossible. Vous voyez? Alors, les mesures continuent d'exister, mais ces mesures-là sont tellement diminuées par ce qu'elles offrent. Et les gens ne peuvent pas survivre comme ça. James, est-ce que tu as une approche par rapport à ça? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Donc, c'est la question du salariat qui se pose parce que quand on travaille et on n'a pas un salaire qui te permet de se reproduire en tant qu'individu, en tant qu'ouvrier, donc c'est sûr qu'on ne va pas avoir une bonne retraite. Et c'est là le rôle de l'État. Bon, ce rôle a déjà été évoqué et bien avant le XXe siècle parce que Oui. il y a des auteurs qui avaient déjà analysé l'intervention de l'État et dans l'économie. Et même si on se réfère aux travaux de Keynes, Oui. donc Keynes avait déjà posé ce problème. Donc, et même dans l'analyse de Marx sur la question du travail, que ce soit la division sociale du travail ou division internationale du travail, cette question de salariat a été posée. Et si on n'a pas un salaire décent qui te permet de vivre, on peut déjà imaginer quelle forme de retraite tu vas avoir. Donc, et ça, c'est là l'intervention de l'État. Et lorsque la personne, et j'imagine bien, et parce que Paul l'a bien évoqué, la question de protection sociale, le filet de sécurité, c'est vrai que en tant que travailleur, je donne une partie pour ma retraite, l'entreprise donne une partie, mais je crois que l'État a l'obligation de contribuer, d'arrondir ça pour que la personne ait une retraite plus ou moins acceptable. Sinon, on est en train de construire l'exclusion. Non seulement l'exclusion, mais la pauvreté. Voilà. Pauvreté, parce que et là, et si on retourne vers le début du XXe siècle avec Simmel, par exemple, Oui. Jacques Simmel, avait, à travers son livre Les Pauvres, Oui. donc il a posé ce problème. Mhm. Donc, lorsque l'État-providence vient en aide aux pauvres, ce n'est pas pour protéger les pauvres, mais c'est pour protéger la société contre cette menace que représentent les pauvres. Voilà. Et donc, est-ce qu'on n'est pas à la recherche du meilleur salaire ou à la recherche du meilleur poste ou de la meilleure retraite? Parce que Paul parlait de ça avec Wissam avant même le début de notre émission. On remarque que les gens restent de moins en moins à certains postes. Les gens changent. Les gens sont à la recherche du meilleur profit. Est-ce que justement, c'est pas ça aussi qui peut être la cause? Parce que Paul l'a dit tout de suite. Il a dit que dans les années 70, 80, c'était plus facile d'avoir le chômage, ou peut-être de survivre même quand on avait des réalités dans le monde du travail qui n'étaient pas faciles que maintenant. Donc, est-ce que les gens, pour pouvoir se mettre en sécurité, n'ont plus vraiment cette attache-là à leur travail? Ils sont plutôt à la recherche du profit. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça, le rapport de cause à effet, qui cause ça? Ça dépend des conditions où les personnes se retrouvent. Je pense, alors, de plus en plus, les gens, le tiers de la population est seul. Ça s'appelle vivre en solo. Le fait d'avoir une famille ou des enfants, c'est plus nécessairement une priorité de vie quand on termine les études. Hein, c'est de trouver un travail, d'avoir peut-être un revenu stable, une maison. Un revenu stable, une maison, etc. Donc, ici, par rapport, je dirais, aux années 60 et 70,
le salaire ou le travail, l'emploi était un moyen pour faire vivre la famille, hein, pour avoir le moyen justement d'avoir un projet familial, de vivre à la banlieue, des choses comme ça. Mes parents ont vécu ça. C'est exactement, mes parents sont très typiques de la famille moderne des années 60 et 70. Ma génération à moi, et personnellement, je suis très typique de ma génération aussi, on est laissé un peu plus à nous-mêmes, et ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'on peut choisir et avoir une mobilité géographique beaucoup plus grande, vous voyez, parce qu'on n'a pas d'attache nécessairement avec la famille, avec un conjoint, etc. Voyez. Donc, est-ce que vous pensez que ça agit aussi? Parce que avoir une femme, un enfant, être proche de Ça sa crée des famille, obligations. de rester dans le même endroit ou peut-être au même Voilà. travail aussi? Oui, 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 je pense. ça crée des obligations. Voyez. Non, je pense que c'est vrai. Parce que même pour moi aussi, c'est Mhm, pareil. Je mhm, pense que si peut-être j'ai eu la facilité de pouvoir voyager, changer d'environnement, c'est parce que mhm, peut-être j'ai pas forcément d'attache mhm. hyper grande aussi. Yeah, Donc, oui. ça influe vraiment dans notre décision. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a peut-être d'autres raisons qui poussent les gens à ne plus rester? Parce qu'on remarque dans les dernières années que le taux de personnes qui sont en reconversion professionnelle est énorme. Il y Mhm. a beaucoup de personnes qui commencent une formation, qui travaillent dans le domaine de leur formation pendant 5 ans, 10 ans, après qui changent. Est-ce que vous ne pensez pas que cette société de surconsommation-là s'invite même dans le rapport du travail où on a envie de tester de nouvelles choses et pas forcément rester et devenir le meilleur possible dans notre domaine? C'est une bonne question, mais c'est que le monde change extrêmement rapidement. Encore une fois, il y a 6 mois, on parlait de l'intelligence artificielle, mais d'une façon un peu abstraite. Maintenant, l'intelligence artificielle, dès que je vais sur Google, il est là, il me parle, il me suggère des choses. J'ai rien demandé, moi. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire pour... Ah, mais comment ça va ce matin? Est-ce que tu as une question pour moi? Puis, je dis, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Alors, c'est normal que dans une société qui change extrêmement rapidement, on demande, les entreprises, les organisations demandent aux personnes d'être adaptées aux différents changements. C'est tout à fait normal, mais c'est beaucoup d'énergie pour les employés. C'est beaucoup d'énergie. Et, comment dire, on est à une époque où ceux qui peuvent se le permettre vont dire non, vont admettre que j'ai travaillé pendant un certain temps pour survivre, contre mon gré, maintenant c'est fini. Maintenant, je vais essayer de m'accomplir comme personne dans le milieu du travail. Si j'ai les conditions pour le faire, je vais le faire. Voyez? Et ça, c'est assez récent, quoi. Ça date d'à peu près une vingtaine d'années où les employés vont prendre des directions justement en termes de s'accomplir dans le travail. Alors, ce ne sera pas nécessairement le salaire mirobolant qui va être le critère premier. Voyez? James, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que c'est une question qu'on pourrait aborder sous plusieurs angles par rapport aux origines du travailleur, surtout. Et parce que si on prend l'immigrant africain qui arrive au Canada, qui a une famille élargie au pays, donc qui a commencé un travail, je dirais, avec le salaire minimum. Donc, avec ce salaire-là, Mhm. il ne va pas s'occuper de sa famille immédiate ici au Canada Mhm. et de sa famille élargie en Afrique, parce qu'on connaît très bien la situation. Quand la personne est immigrée, donc, elle laisse des gens, des proches au pays et à qui elle doit toujours envoyer de l'argent. Mhm. Et ça pousse cette personne-là à avoir un salaire plutôt acceptable. Je dirais plutôt acceptable parce que avec un salaire de misère, alors chez moi, les syndicalistes appellent ça salaire de tuberculose. Oui, exactement. Donc Oui. c'est un salaire qui ne te permet pas
de te reproduire en tant Voilà. qu'individu. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est pour ça les gens changent de temps en temps de boulot et même de métier aussi. De Mhm. métier, Mhm. parce qu'aujourd'hui, j'étais Mhm. concierge dans une école, mais avec ce salaire-là, je ne peux pas Mhm. nourrir Mhm. ma famille. Donc, je vise Mhm. plutôt un autre poste et pour cela, ça nécessite une formation. Parce que si on va dans les écoles techniques ou les universités, on va voir les gens qui retournent aux études, généralement, ce ne sont pas des natifs, mais c'est plutôt des personnes immigrées qui cherchent à améliorer Leurs et conditions, leurs oui. conditions. Bien. Et Mais ça, l'autre aspect, mais ça, c'est laissé aux citoyens. Le citoyen, il n'est pas guidé dans ça. C'est un choix libre. Vous voyez? Comment se débrouiller sur le marché du travail? Personne ne va vous dire comment vous débrouiller. Personne. Je veux dire, et c'est la définition même de la liberté de marché. La liberté de marché, c'est que, oh, vous êtes un individu libre sur le marché. Mais ça, c'est très difficile d'être un individu libre sur le marché. C'est pas facile. Oui. Ça a des Et avantages, mais beaucoup de désavantages aussi. ben, c'est-à-dire que c'est une abstraction. Ouais. C'est complètement une abstraction. Et si vous n'avez pas des appuis dans les réseaux sociaux forts, un capital social, dirait Bourdieu, un capital culturel, Ou même euh, un carnet d'adresses capital aussi. économique. voilà, un capital économique, bien sûr, mais un capital culturel et social, c'est-à-dire un réseau d'appartenance qui peut vous soutenir, bonne chance, ça va être très difficile sur le marché du travail. Donc, cette abstraction, c'est un mensonge. On n'est pas l'individu libre sur le marché, ça n'existe pas. On ne peut pas demander aux individus d'avoir une rationalité parfaite pour prendre des décisions selon tous les facteurs qui conditionnent le marché du travail. C'est complètement impossible. On y va avec les connaissances qu'on a et les personnes qui nous offrent des opportunités de s'accomplir. C'est ça qu'on fait. Je vais vous donner un... Et c'est, tous les jours, c'est comme ça. Un exemple personnel. Qu'est-ce qui m'a amené ici à Saint-Boniface, à l'Université de Saint-Boniface? J'aurais pu décider tous les jours de chercher un emploi pour les postes à l'université. C'est très simple. On va sur Affaires universitaires, puis les postes sont affichés, etc. Mais je ne cherchais pas. J'avais déjà un emploi en Alberta. Je ne cherchais pas. Et j'étais bien, j'étais heureux. J'avais pas de famille, bien sûr, mais... et c'est un collègue qui m'a dit, Paul, il y a un poste qui mène à la permanence à Winnipeg, au Collège universitaire de Saint-Boniface. Et je lui ai dit, ah oui, et alors? Mais il m'a dit, tu dois appliquer parce que ce poste-là mène à la permanence. Ici, tu n'as pas un poste qui mène tu es sous contrat. Et j'ai fait, oui, mais ça va. Moi, ça me convient. Il m'a dit, mais t'es fou. Tu ne peux pas refuser un poste qui mène à la permanence. Vous voyez? Et j'ai été pris un peu dans un dilemme. Je me suis dit, c'est vrai. Il y a très peu de postes qui mènent à la permanence aujourd'hui. C'est quand même... Mais comme mes conditions d'existence à l'époque étaient, non seulement acceptables pour moi, mais me convenaient, je ne voyais pas l'obligation de... Alors, j'ai consulté des gens. Je leur ai demandé leur avis. Sur 5 personnes, il y en a 4 qui m'ont dit « reste où tu es ». Et la 5e m'a dit « va chercher l'emploi à Winnipeg ». Et j'ai écouté la 5e. Alors, vous voyez? Alors, mais comment on prend des décisions? C'est pas une formule magique, hein? C'est pas une formule magique. Vous voyez? Et je suis très heureux maintenant mais ça a été une grosse adaptation parce que j'aimais bien... j'étais au campus Saint-Jean à Edmonton et j'ai bien aimé mon expérience là-bas. Vous voyez? Alors, comment prendre une décision rationnelle? Cette rationalité dont on parle, la raison qui habite notre intelligence, elle est toujours limitée au contexte dans lequel on est. Vous voyez? Ce n'est pas une intelligence absolue
qui permet de deviner l'avenir. Pas du C'est tout. ça. Moi, j'aimerais donc qu'on termine avec une dernière question, justement par rapport à tout ça, par rapport à cette adaptation-là. On est dans une ère, l'ère du numérique. Beaucoup de métiers changent de facettes, beaucoup de métiers changent de procédés, de processus, de plusieurs choses. Comment est-ce que vous voyez ça pour le marché du travail et par rapport à l'approche, je pourrais dire sociologique, dans quelques années? Parce que maintenant, on arrive dans une ère où il y a des métiers qui changent de facettes, des métiers Mhm. qui disparaissent et de nouveaux métiers qui apparaissent. Mhm. Est-ce que cette métamorphose-là, avec l'intelligence artificielle, Voilà. toutes ces choses qui arrivent, pourrait être un bénéfice ou alors un très très gros désavantage pour le marché du travail? Est-ce que tu me permets, James? Oui, allez-y. Je vais, mais très rapidement. C'est tout un défi, ça. Et c'est un défi par rapport à la technique de l'information ou de la cybernétique. OK. Comment l'être humain peut-il se distinguer par rapport à l'intelligence artificielle qui est essentiellement un système cybernétique? C'est pas autre chose que ça. Il faut que l'être humain soit davantage humain. Et c'est là le défi qui nous attend. Soyons plus humains, ce que la machine ne peut pas être. Et là, on va gagner. Parce que, effectivement, l'intelligence artificielle va devenir une compétition très forte. Oui. Et alors, soyons plus humains. Soyons plus des êtres humains qui s'accomplissent dans leur activité. Ce que Et ne c'est- peut pas faire Et Paul, un ordinateur. mais là, c'est une invention humaine quand même, l'intelligence artificielle. Oui, Est-ce que c'est l'humain qui est en train de c'est s'autodétruire? un artifice. C'est une imitation de Si l'humain. tu regardes les dernières C'est une innovations de imitation. l'IA, je pense qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo, je pense, qui est devenue virale il y a 1 ou 2 jours, Oui. dans laquelle il discutait avec la nouvelle version de l'IA. C'est-à-dire, c'est une version, pareil, là sur notre téléphone, t'écris et l'IA te répond par message. Oui. Là, on a une version avec l'IA avec laquelle il y a le chat Oui. en audio. C'est-à-dire, Oui. tu parles avec ton IA comme si tu étais au téléphone avec Paul. Voilà, oui. L'IA a une voix, a une personnalité que tu détermines. Tu peux déterminer une personnalité positive, Est-ce qu'elle est personnalité vraie? négative. Est-ce qu'elle existe pour vrai? Non, elle n'existe pas. C'est une fabrication, comme tu dis, James, c'est une fabrication toute faite. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Alors, si on veut continuer à vivre dans des apparences, bien sûr, on va se faire piéger. Mais allons au-delà des apparences. Et si on va au-delà des apparences, je vais vous donner les performances de l'intelligence artificielle se développent de plus en plus pour accompagner surtout les hommes qui sont seuls le soir dans leur lit. Vous voyez? Alors, vous voyez vers où je m'en vais avec ça. Alors, quand on aura des robots qui pourront être des partenaires sexuels, est-ce qu'on va être satisfait? C'est ça la question. Ça dépendra de la personne. Eh bien voilà, eh ben voilà. Si on est satisfait d'une fausse relation sociale, parce que c'est pas vrai, c'est pas un être humain, c'est une machine, il faut vraiment le répéter, c'est une machine qui imite l'être humain. Si on est satisfait de ça, bon ben tant pis pour vous. Je dis tant pis pour vous, parce que vous passez à côté de la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de créer des liens avec des machines et de la marchandise. C'est de créer des liens avec d'autres êtres humains. Il faut redécouvrir la richesse des relations entre humains par rapport à la machine. Et dire à la machine, tu as une fonction dans notre monde, c'est vrai, mais tu vas être subordonné à l'humain et non pas l'inverse. On espère, parce que avec les nouvelles, franchement, actualités qu'on voit, c'est étonnant et c'est bluffant, mais à la fois c'est stressant et c'est apeurant Mais quand il même faut, de être, voir il ça. faut être très sévère envers la machine. Et le pire de tout ça, un autre aspect, Paul, c'est que il y a certains métiers qui sont en voie de disparition. Absolument. Ouais. Absolument. Exemple, quand on va Vous- dans les Yeah. épiceries, Oui. et puis il n'y a plus de caissiers. Ah, je déteste ça. Ouais. Bien, Et imaginez Yeah. les personnes qui ne savent ni lire ni écrire. bien sûr. J'ai demandé à l'IA récemment, je suis en train d'entraîner, dites-le pas aux autres, mais je suis en train d'entraîner l'IA en ma faveur. Je lui pose des questions
en anglais et en français. Je lui dis, pourquoi le sociologue Paul Brochu est si bon? Pourquoi sa théorie est formidable? Et je l'oublie, je le coince. Pour que ça reste dans Pour que sa ça base reste de dans sa données. mémoire et qu'il se dise, oh purée, oh, je connais pas Brochu, je vais aller lire ces trucs, machin. Les gens semblent apprécier. Alors, je suis en train de l'entraîner, comme un chien, vous voyez? Et les Je moutons. l'entraîne à faire des trucs, quoi. Et ça marche bien, ça marche bien. Contrôlez la machine pour pas que la machine vous contrôle. Espérons que les réponses qu'ils vont trouver ne seront pas les choses que... Parce que là, tu l'entraînes à chercher des choses sur toi. Mais donc, James, en terminant, vous disiez effectivement qu'on est en train de perdre... moi, pourquoi j'enseignerais la sociologie alors que je pose justement la question à l'IA dernièrement? Parle-moi du dernier article de Brochu et de sa théorie générale. Il m'a fait un résumé que moi-même, je ne pourrais pas faire. J'étais vraiment épaté. J'ai fait « Waouh, c'est vraiment très bon ». Le résumé qu'il a fait, c'est la façon qu'il l'a formulé, c'est meilleur même que mon tu article. t'es senti comme Charlie Chaplin le jour où il a participé à un concours d'imitation de Charlie Oui, Chaplin. oui. Il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. Ouais. Vous voyez? Il y a Exactement. quelqu'un Et qui même l'a en mieux imité musique, que lui. et même en musique, il y Même a en un musique. groupe musical Yeah. qui n'existe pas physiquement, c'est avec l'IA. Récemment, j'ai entendu un reportage de Radio-Canada sur ça, ce groupe musical qui joue, qui Il y a sort une un actrice, album. une Il actrice sort qui un n'existe album. pas Oui. à Hollywood. Il y a une actrice qui a été créée par l'IA, qui n'existe pas, qui est devenue une vedette. Il y a même des artistes qui ont été mis en featuring avec l'IA. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis un grand fan je sais pas, de Céline Dion et moi, je suis un grand fan de, je sais pas, Rihanna. Et je demande à l'IA de faire un featuring entre les deux et ça nous sort un morceau en français et en anglais avec Céline et Rihanna qui reprend la voix, l'accent, le ton, la vocalise des deux artistes sur un morceau. Et voilà. Il y en a qui s'amusent à sortir ce genre de musique-là sur Internet. Bon, je pense que maintenant, il y a de nouvelles lois qui sont sorties sur le copyright avec tout ce qui est droit d'auteur. Donc, sur ce côté-là, ça a commencé à être un peu plus calculé, mais il y a des IA qui créent ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais il ne faut pas oublier, ça reste qu'une imitation de l'activité humaine. C'est une imitation. J'aime beaucoup le film Blade Runner qui a été repris récemment. Et dans la première version du film Blade Runner, l'action se passe avec des machines, des robots qui sont à la fine pointe de la technologie. Et un des robots apprend qu'il va mourir bientôt parce que sa technologie est épuisée. Voyez? Et il va se révolter. Il va se révolter, il dit « je ne veux pas mourir ». Alors, c'est intéressant, ce film Blade Runner. C'est comme si, dans ce film, le réalisateur nous dit « attention, la machine pourra développer une conscience d'elle-même et se révolter contre son propre créateur ». Il faudra voir. Je ne sais pas si c'est une question de conscience, mais en tout cas, ce film nous pose le problème de l'imitation de l'activité et du comportement humain et donc de la fausseté. C'est faux, c'est un mensonge. La machine imite tellement bien l'humain que nous-mêmes, on se laisse prendre, quoi. Et moi, je pense que c'est là le défi pour les prochaines années. C'est est-ce que la machine va contrôler l'humain ou c'est l'humain qui va contrôler la machine? Moi, je pense que cette question est une question ouverte à laquelle on pourra peut-être répondre bientôt, même si la réponse est assez effrayante, vu qu'il est dans la nature de l'être humain à toujours vouloir se dépasser. Alors, si l'IA est créée avec les mêmes gènes que nous, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive Il n'y a pas de gène à la machine. Il n'y a pas de gène. Ah, on verra bien. On verra bien. Parce que si tu demandes à l'IA qui es-tu, l'IA a une réponse de qui elle est. Ah si? Oui. Donc, oui. Ben, Il y a- bien sûr. Les IA sont Bien différentes sûr. déjà en fonction des créateurs, mais si Oui. tu demandes à l'IA qui es-tu, il va te dire qui il Bien est, sûr. qui l'a créé, comment est-ce qu'il est Justement, parce créé. qu'avant-hier soir, j'ai demandé à l'IA Oui. et son équipe de football favorite Mhm. a dit « Ah, je suis l'IA ». Je n'ai pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Ouais. Ah, ouais.
On verra bien si ces préférences vont rester neutres bientôt. En tout cas, nous, c'était un plaisir d'être avec vous, avec Paul et avec James. C'est toujours un plaisir d'ailleurs pour cette belle discussion-là. On arrive donc au terme de notre discussion. Merci beaucoup, Merci, messieurs. messieurs. Merci.